Je vais vous parler donc de la galanterie à la cour du roi et des amours paysannes dans les prés, du XVIe au XVIIIe siècle, à l'époque moderne. Alors, ce que l'on nomme galanterie se retrouve dans différentes parties du monde sous d'autres noms et n'appartient pas seulement aux classes supérieures, puisqu'on rencontre des formes populaires au Moyen Âge, en Europe et dans le monde entier. Ici, je me limiterai au Royaume de France, en commençant par la forme que lui donna la cour du roi, avant de préciser quelques traits spécifiques de cette culture populaire paysanne qui est beaucoup plus ancienne. Je reviendrai sur les liaisons. La galanterie avait comme objectif de civiliser les relations entre les sexes. Civiliser les relations entre les sexes. Et se déploya à la cour du roi de France du XVIe au XVIIIe siècle. Et elle fut combattue au XIXe siècle jusqu'à perdre le rôle d'éducation sociale, mais ne disparut pas pour autant, même si elle suscita dans certains courants prétendus féministes récents mépris et rejet. Historienne de la Révolution française, j'ai fait connaissance avec la galanterie lorsque je suis tombée sur un texte de Robespierre, qui m'a interloquée. Je ne comprenais pas ce dont il parlait, et je suis partie à la recherche de ce qui m'échappait. Et c'est là que j'ai trouvé la galanterie. Il faut rappeler que depuis plus de 2 siècles, la figure de Robespierre est devenue peu à peu celle d'une méduse accouchant de monstres politiques pourtant apparus ultérieurement. Mais par un effet singulier, ces fabricateurs de mythes de la Révolution française se sont efforcés d'en situer l'apparition chez Robespierre lui-même. Ainsi, les thermidoriens lui ont attribué la terreur et l'anarchie, puis le centenaire de la Révolution française en 1889 a voulu en faire le pontife d'une religion nouvelle, puis le stalinisme des années 1930 en a fait un petit bourgeois capitaliste, puis le postmodernisme l'a affublé de la paternité de la terreur comme matrice, je cite, de la terreur comme matrice des totalitarismes du XXe siècle. Youpi. Soit fascisme, nazisme et stalinisme, dont François Furet, ex-stalinien converti, fit sa spécialité au bicentenaire. Il fallait un génocide, on en inventa un, la Vendée, taxé de génocide franco-français. Le dernier né de ces monstres vise l'exclusion des femmes des droits politiques attribués à la Révolution française, et en particulier à Robespierre, et a été repris par certains courants féministes récents venant des États-Unis. Alors je cite John Scott, la citoyenne en particulier, Joan Scott, avec 2 T, la citoyenne paradoxale, les féministes françaises et les droits de l'homme, en 1996, livre qui a été aussitôt traduit. Alors, je commencerai la première partie par Robespierre à l'Académie d'Arras, de 1783 à 89. Robespierre, après des études de droit à Paris, après sa formation au lycée de Paris, a fait des études de droit à Paris et retourna en 1781 au pays natal, à Arras. Il avait 23 ans
il devint avocat, jeune, aimable et cultivé. Il fut élu en 1783 membre de l'Académie d'Arras, fondée par Dubois de Fosseux. J'aurais voulu écrire sur le tableau des noms, mais je n'ai pas de stylo pour écrire. Bon, voilà. Dubois de Fosseux, je suppose que vous connaissez. Les deux hommes, Dubois de Fosseux et Robespierre, s'estimaient, et Dubois proposa à Robespierre, en 1786, la présidence de son académie privée. Une académie privée. Il y avait une académie officielle royale à Paris, mais plein d'académies privées organisées par des gens qui trouvaient que c'était très intéressant dans les provinces. Hein. Alors, les deux hommes, Dubois de Fosseux et Robespierre, voulaient ouvrir l'Académie à la mixité des sexes dès 1787. 87. Deux femmes furent élues comme membres honoraires. Honoraires. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Marie Le Maçon Le Golft, qui habitait Le Havre, j'aurais voulu écrire le nom. Marie Le Maçon, avec deux S, Le Golft, avec un T, qui habitait Le Havre et s'intéressait aux sciences de la nature, et Louise de Keradio, qui vivait à Paris. Et précisons que l'on ne connaît, semble-t-il, que 5 femmes, encore à l'heure actuelle, où les recherches ne sont pas achevées, qui aient participé aux académies privées à cette époque. Celle d'Arras en a fait entrer une 3e en 1789, Mademoiselle du Châtelier, avec 2 L, Châtelier, et forme ainsi la pointe avancée de ce mouvement de mixité dans ce type d'académie, qui est très réduit à 5. Notons que Louis-Félix de Keradio, le père de Louise de Keradio, avait été choisi parmi les précepteurs envoyés avec Condillac à la cour de Parme, car une des filles de Louis XV avait épousé le prince de Parme et son fils devait recevoir une éducation princière. Alors, du même âge, Louise en bénéficia, et du même âge que Robespierre, hein, d'ailleurs. Louise venait de publier, 23 ans à l'époque, de publier une histoire d'Élisabeth, reine d'Angleterre, et les premiers volumes d'une collection des meilleurs ouvrages français composés par des femmes, qui en comptera 14. Notons que la littérature par des femmes ne manque pas. Donc, le 18 avril 1787, Robespierre présenta Louise de Keradio dans ce qu'il appelle sa profession de foi, et constatant la rareté des femmes dans les sociétés savantes, il qualifie cette situation de, je cite, honteuse, de scandale d'un siècle éclairé, fin de citation, et en attribue la cause aux préjugés qu'il faut combattre et se révèle partager les principes des cartésiens, comme par exemple Poulain de la Barre. Robespierre affirme en effet l'égalité entre les deux sexes, doués des mêmes facultés, et précise que des différences de sexe ne doivent pas devenir le prétexte d'une domination de l'un par l'autre. Il ajoute qu'offrir aux femmes des places de membres honoraires dans les sociétés savantes est insuffisant parce qu'elles ne sont jamais là. Il propose de leur ouvrir la possibilité d'être membres ordinaires qui participent physiquement et intellectuellement à la production du savoir et au débat. Je le cite, « Ce n'est pas seulement par leur lumière que les femmes
contribueraient au progrès des lettres et à la gloire des sociétés savantes, c'est surtout par leur présence. Son plaidoyer décrit longuement les avantages sur le plan intellectuel, mais aussi sur la vie des sociétés savantes, et insiste sur l'émulation et la gloire qui en résulterait, émulation transformée parce que les femmes participeraient au jugement des auteurs. La gloire qu'il définit ainsi, je cite, c'est l'amour et l'admiration de nos semblables, l'amour de la gloire et donc le désir d'aspirer ses sentiments aux autres. Fin de citation. Amour et admiration réciproques, mêlés à une émulation non dépourvue de séduction, nous retrouvons ici ce que la préciosité du XVIIe siècle avait mis en avant. Les femmes sont précieuses et doivent être respectées. Elles interviennent dans la vie littéraire, elles écrivent elles-mêmes et veulent aussi être juges des auteurs. Cette mixité ferait naître encore un bonheur particulier que Robespierre imagine et décrit. Je m'arrête un instant sur ce point, car la première fois que j'ai lu ce texte de Robespierre, j'ai senti que je ne comprenais pas de quoi il s'agissait, parce que je ne connaissais pas la galanterie. Ce sont ces formulations où domine la réciprocité qui m'ont invité à chercher ce dont Robespierre parlait. Et j'ai alors suivi les indications bibliographiques que Robespierre précisait dans son texte, et j'ai fini par apprendre qu'il s'agissait du bonheur créé par ce qu'on peut appeler une érotisation des relations sociales propres à la culture galante, et que celle-ci, la galanterie, étant tombée dans l'oubli, nous est devenue plus difficilement sensible. Alors je cite ce que dit mademoiselle de Scudéry, qui était une précieuse, galante, qui inventa au XVIIe siècle la préciosité, et qui évoque la même chose que Robespierre, dans le sens inverse. Je cite, « Il y a je ne sais quoi », c'est une expression du XVIIe siècle, et du XVIIIe. Il y a je ne sais quoi qui fait qu'un honnête homme réjouit et divertit plus une compagnie de dames que la plus aimable femme de la terre ne saurait faire. Robespierre fait l'exact pendant du point de vue masculin. Je cite, « Ouvrez aux femmes l'entrée des académies et vous verrez se rallumer le feu d'une utile émulation et ce commerce enchanteur de l'esprit et de la pensée reprendra toute l'activité dont il est susceptible en acquérant des agréments jusqu'alors inconnus. » Alors, qu'est-ce que la galanterie ? Je m'appuie sur le travail de Claude Habib, H-A-B-I-B. Claude, c'est une femme, Claude Habib. La galanterie française, qui a été publiée en 2006. La galanterie n'est pas à confondre avec le libertinage et encore moins la débauche. C'est comme ça que ça commence. Claude Habib souligne que la galanterie est une politique qui a pour objet les rapports entre les deux sexes et se caractérise par une culture réciproque de civilisation. Les hommes doivent respecter les femmes, avoir des égards pour elles, leur faire confiance et se soumettre à leur jugement. Robespierre l'exprime de la manière suivante, je cite, « Nous le savons, et elles ne l'ignorent pas, nous sommes tout ce qu'elles veulent que nous soyons, c'est à elles et à exiger que nous soyons toujours dignes d'elles. »
Alors Claude Habib souligne que les relations amoureuses en font partie et la culture galante initie au commerce spirituel et donc à la mixité de la société, à une érotisation sociale, à une valorisation de l'amour, du plaisir et de la séduction, de la délicatesse et même à l'héroïsme amoureux. Ce respect des femmes a permis de valoriser le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes, en commençant par la propriété de leur corps, ce qui représente une grande conquête et a incontestablement contribué à construire l'égalité entre les deux sexes et leur désaliénation réciproque. La galanterie parle d'amour publiquement, comme d'une passion universellement partagée, et non sur un registre seulement privé, comme le romantisme l'imposera au XIXe siècle. On ne peut s'empêcher de penser que la galanterie participe d'une culture du don et du contre-don. Notons que la galanterie appartient au monde profane du bonheur, de la gaieté et des plaisirs, et qu'elle a croisé les chemins du grand mouvement de séparation des facultés humaines de la théologie qui a caractérisé la période de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne, soit le long processus de laïcisation. Selon Voltaire, le mot galanterie, qui était un galant homme, le mot galanterie vient du celte gal, le celte gal, que l'on retrouve en espagnol avec regalado, délicieux, et gala, grâce, élégance, galante en italien et galant en français, qui renvoie à un mode relationnel de don et de contre-don. En France, la galanterie a été introduite par François Ier, qui l'avait ébloui à la cour d'Urbino en Italie lors de ses guerres de conquête, au point de l'importer dans la sienne de cour, dans la cour du roi de France. Henri II, son fils, poursuivit cette politique culturelle qui fut suspendue durant les guerres de religion, mais réapparut dans les salons privés, comme celui de Madame de Rambouillet, c'est le village, enfin la ville, aujourd'hui, proche de Paris. Alors, cette galanterie française a connu son apogée au XVIIe siècle, sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, avec la préciosité qui est inventée par Mademoiselle de Scudéry, les précieuses, avec la préciosité qui a rendu l'amour, le tendre et la sexualité précieux et honorables, alors que jusque-là, l'orgasme était considéré comme une fonction vitale, mais appartenait au bas corporel. Il y a le haut et le bas. Ce furent les précieuses avec Mademoiselle de Scudéry qui donnèrent à la sexualité le rôle de recéler les secrets de l'âme. La politique royale de la galanterie a été une véritable éducation sociale de civilisation, et l'esthétique baroque l'a chantée et enchantée, d'ailleurs, pendant 3 siècles. Dans tous les arts et beaux-arts, sans oublier le théâtre, la danse, l'opéra. La galanterie se cultive et s'entretient grâce aux salons, dans lesquels on se divertit par des jeux, par des pièces de théâtre qu'on monte, ou de musique, jouées par les participants,
ou encore par l'organisation de sorties et de promenades. Ces divertissements peuvent s'ouvrir à tous les âges et initient les enfants, les adolescents, comme les adultes. Il y a encore des réunions consacrées à la lecture des auteurs des deux sexes ou à des ateliers d'écriture. Par exemple, des romans galants comme L'Astrée, que je vous conseille de lire, L'Astrée, d'Honoré Dufay, qui est fin XVIe siècle, début XVIIe siècle, à 5000 pages. Évidemment, les 5000 pages n'ont pas été réédités. C'est un petit livre de 250 pages environ. Mais l'édition originale de 5000 pages a été écrite à 4 mains. 4 mains. À la mort d'Urfé, son secrétaire rédigea les 2 dernières parties. Par contre, les romans de Madeleine de Scudéry, au XVIIe siècle, qui travaillait avec son frère, pouvaient avoir plus de 15 000 pages. Vous vous rendez compte? Éditer ça, c'est pas possible. Car il s'agissait d'ateliers d'écriture, des ateliers d'écriture où n'importe qui pouvait prendre la plume et rajouter un chapitre. Donc un véritable salon atelier où l'on pouvait s'entraîner à écrire un récit suivant un autre récit en créant de nouveaux personnages, hein, comme dans les Mille et une nuits. Les Mille et une nuits, c'est un roman de galanterie, hein, en perse. Ce qui permet de comprendre que les gens qui fréquentaient ces salons faisaient les choses eux-mêmes. Ils montaient des pièces de théâtre, ils étaient musiciens, acteurs, danseurs, écrivains, chercheurs, etc. Et ils n'étaient pas des spectateurs comme nous sommes devenus aujourd'hui. Hein, on va au spectacle. Alors, cette ambiance a été peinte par Watteau et en 1712. Alors, ça s'appelle l'embarquement pour l'île de Cythère. L'embarquement pour l'île de Cythère. Et vous voyez, c'est une peinture d'ambiance, hein, d'ambiance, de la galanterie. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Hein. C'est un tableau, Watteau a peint essentiellement la galanterie, évidemment, mais parce que c'est une culture de l'époque vraiment profonde, enfin, intéressante et riche. Hein. Et il montre que la société entière se déplace à l'île de Cythère. Cythère, c'est l'île de Vénus. Hein. Enfin, dans l'Antiquité, c'était l'île de Vénus. Voilà. Mais c'est pas la prostitution. Hein. C'est pas du tout ça. Alors, c'est la galanterie, je reviens à mon sujet. La galanterie a été attaquée par le libertinage et la débauche, précisément. La galanterie s'est défendue au XVIIe, XVIIIe siècle, du XVIe au XVIIIe siècle, en refusant la figure de Don Juan, séducteur et tyran, qui domine et martyrise ses victimes, qui domine, je répète, et martyrise ses victimes. Don Juan est l'antithèse des relations galantes fondées sur la confiance réciproque et plus encore sur la réciprocité du respect et des égards entre hommes et femmes. C'est une relation, hein, entre hommes et femmes. Et les femmes également doivent respecter les hommes.
En 1688, la Bruyère exprimait ainsi cette galanterie. Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui, don et contre don. Et Sade, le marquis de Sade, le divin marquis, paraît-il, le Sade répond un siècle plus tard, au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, je cite, « Il est faux qu'il y ait du plaisir à en donner aux autres », il vise la Bruyère et ses élus, « c'est les servir cela, et l'homme qui bande est loin du désir d'être utile aux autres. En faisant du mal, au contraire, il éprouve tous les charmes que goûte un individu nerveux à faire usage de sa force. Il domine alors, il est un tyran. La divergence est nette. La galanterie s'appuie sur ce qui est commun au genre humain, comme la passion, le désir, le plaisir, le bonheur, et qui peut être donné, reçu et partagé. Sade choisit la tyrannie et l'inégalité dans les relations entre humains. Pierre Choderlos de Laclos, il a un drôle de nom, Pierre Choderlos de Laclos a fait une remarquable critique de la tyrannie de Don Juan dans Les Liaisons dangereuses, qui est un livre de la fin du XVIIIe siècle. Valmont qui est Don Juan, se révèle incapable de répondre. Elle est d'une ignorance totale de ses propres sentiments, ce qui révèle qu'elle fut tenue à l'écart d'une éducation galante, qui lui aura appris à se connaître, à connaître ses sentiments. Valmont la viole pour commencer, la tyrannise, la méprise et la réduit à la solitude de sa passion qui la submerge. Valmont n'est pas davantage en état de répondre à l'amour de Madame de Merteuil, qui lui offre son amitié, et Valmont la trahit de façon ignoble. Un autre adversaire, pas du tout dans le genre des marquis de Sade, un autre adversaire de la galanterie a été Rousseau, et ensuite le romantisme. À Genève, Rousseau connaissait la littérature galante qu'il dévorait, mais quand il vint en France, il fut mal reçu, n'ayant pas connu l'apprentissage social quand il était jeune et adulte, concret, l'apprentissage concret de la galanterie, et sa déception lui fit écrire La Nouvelle Héloïse en 1761, suivie de L'Émile en 62, dans lesquels il affirme la passion individuelle qui n'est plus partagée et ne veut connaître que le moi singulier. Tout au long du siècle suivant, le romantisme a rompu avec les Lumières et la galanterie. Ce qui disparut alors, c'est bien l'apprentissage collectif dans la connaissance et l'expression des sentiments que la galanterie favorisait en mêlant tous les âges, et de l'enfance à l'âge adulte. Le romantisme ne connaît plus cet apprentissage et les sentiments, comme les passions, sont devenus individuels, uniques. Notons que le XXe siècle a valorisé la figure d'un Don Juan, séducteur et tyran, qui n'offre que l'apprentissage de la domination et du martyre. Cette confusion tardive entre galanterie et débauche a probablement contribué à leurrer des courants féministes qui ne voient plus dans la galanterie qu'une imposture dissimulant la domination masculine, mais cette confusion ne repose que sur une ignorance.
Alors, je retourne à Robespierre avec le surgissement d'Aspasie. Dans sa réponse à Louise de Keragno, dont je vous ai parlé précédemment, Robespierre exprime cette culture galante en proposant de la démocratiser. La première fois que j'ai rapproché en public ces deux mots, galanterie et démocratie, j'ai suscité des exclamations de surprise. Car, m'a-t-on objecté, la galanterie ne saurait être démocratique. Il est vrai que la galanterie fait apparaître des comportements de respect réciproque, de séduction, de grâce et d'élégance. Ces qualités seraient-elles étrangères à la démocratie et au peuple? Et pourquoi donc? En tout cas, ce fut une préoccupation de Robespierre, et c'est à ce titre qu'elle nous intéresse ici. Dans son texte, Robespierre cite les noms des femmes qui ont œuvré à la culture galante, et la première est pour lui Aspasie, qui vécut avec Périclès dans la démocratie athénienne. Et je cite Robespierre: « Ô douce illusion, ô spectacle enchanteur, je crois voir Socrate et Démosthène conversant avec Aspasie, ou bien les Déolières, les Sévigné, les Lassuze, les Lafayette, toutes femmes des salons du XVIIe siècle, assises dans le sanctuaire des Muses, auprès des Bossuet, des Molières, des Racine et des Corneille. » On connaît les quatre noms des hommes, mais on ne connaît plus guère les noms, à part Madame de Sévigné, les Lassuze, les Lafayette, enfin encore qu'on le connaisse, et des Molières. Hein. Parce que ces salons recevaient des hommes de lettres, les Molières, les Racine, les Corneille et Bossuet. Et les Bossuet, même Bossuet. Il compare ces muses du XVIIe siècle à de nouvelles Aspasies. Alors je cite encore: « Puis-je oublier ces sociétés célèbres formées dans un temps plus moderne, où tous les hommes de génie de la France venaient faire l'hommage de leur chef-d'œuvre à de nouvelles Aspasies. Ô Rambouillet !» Il aime particulièrement Madame de Rambouillet, Robespierre. Ô Rambouillet, ô nom à jamais cher aux lettres, ô temple charmant des muses et des grâces, heureux les hommes de lettres à qui il fut donné de venir dans votre enceinte sacrée recevoir des mains de la beauté la couronne des talents. Alors pourquoi Aspasie? Parce que, étrangère, venue à Athènes, elle rencontre Périclès. Ils sont séduits l'un par l'autre. Périclès voulait l'épouser, mais ne le put parce que les lois d'Athènes interdisaient les mariages avec des étrangers. Alors ils vécurent ensemble et reçurent chez eux des gens de lettres et des politiques. Robespierre, en faisant cette comparaison entre Aspasie et les salons du XVIIe siècle, provoque un rapprochement avec la démocratie athénienne fort audacieux, je souligne. De plus, il souligne que Louis XIV refusa la présence des femmes dans l'Académie royale officielle. Je cite Robespierre: « Oui, n'en déplaise au génie sublime dont la première académie du royaume se glorifiait sous le règne de Louis XIV, il manquait à sa gloire de compter parmi ses membres les femmes illustres qui embellissaient ce siècle immortel, et les jours brillants marqués par les triomphes des muses françaises ne furent pas l'âge d'or de la littérature, parce que Louis XIV a interdit aux femmes de rentrer dans l'Académie. »
Alors Robespierre a inventé, peut-être, sinon poursuivi, ça je ne sais pas, une interprétation particulièrement élogieuse d'Aspasie, qui construit le souvenir de la démocratie à venir. Trois moments historiques forment chez lui cette constellation nouvelle, un passé double avec la démocratie athénienne au siècle d'Aspasie, la galanterie du XVIIe siècle au siècle de Catherine de Rambouillet, qu'il affectionne, brille dans le présent de Robespierre, qui y voit la lumière des temps à venir, des temps futurs. Alors, je passe à ma deuxième partie. Les amours paysannes. Et je reprendrai Robespierre en troisième partie. Je m'appuie sur les riches travaux de Jean-Louis Flandrin, F-L-A-N-D-R-I-N, Flandrin, qui, à la recherche de cette longue histoire, a mis en lumière le sujet des amours paysannes. C'est le titre qu'il donne à un de ses livres. Je précise qu'en 1789, la population française se montait à environ 26 millions d'habitants. Le tiers-État était formé pour 85% de la paysannerie, de 10% d'ouvriers et urbains, et sur la population générale de la France, 5% pour la couche aisée des villes, nobles ou pas nobles, et les ordres privilégiés, ordre du clergé et ordre de la noblesse. 5%, pas plus. Et voilà. Donc c'est la paysannerie qui est la plus nombreuse, évidemment, et de loin. Les droits de libertés et franchises, comme on les appelait, droits de libertés et franchises, entre guillemets, médiévales, étaient toujours des institutions communales, paysannes, qui se formaient en assemblée générale des habitants et des habitantes pour organiser les travaux du système agraire communautaire, suivant un calendrier précis des cultures et des récoltes, faites en commun par tous les habitants du village, et qui appliquait les droits d'usage individuels et collectifs, y compris sur les biens communaux, et s'occupait de toutes les autres questions concernant la vie du village, procès, etc. Alors je rappelle que au 8e siècle, après Jésus-Christ, Charlemagne a créé les États généraux. Il voulait instituer un partage de la souveraineté entre le roi et le peuple, un partage de la souveraineté du pays, et confia au peuple le pouvoir de décider de la guerre et de la paix et du montant des impôts. Entre parenthèses, pouvoir que nous, peuple souverain, paraît-il, nous avons perdu. Hein, passé sous la table. Et en cas de, pourquoi tout ça? Parce que si on déclarait la guerre, il fallait... Alors, ce fut ainsi que Charlemagne créa les États généraux, comme partage de l'expression de la souveraineté populaire, auquel il n'assistait pas, puisque c'était au peuple de décider. Ces États généraux furent supprimés au XIVe siècle, puis dans certaines périodes, du XVIe au XVIIe siècle, et voici comment et pourquoi. Quelques secrets de l'Ancien Régime. Le clergé et la noblesse étaient devenus des ordres privilégiés, comme leur nom l'indique, les ordres privilégiés.
car ils avaient obtenu du roi le privilège de payer peu d'impôts et beaucoup moins en proportion. Ça vous fait penser à quelque chose. Eh bien oui, ça n'a pas changé. Et la charge des impôts pesait sur le tiers État, d'où l'importance de supprimer les États généraux qui donnaient le pouvoir sur les impôts au peuple. Vous vous rendez compte? Catastrophe. Il faut encore rappeler que les femmes avaient le droit de voter dans les communes paysannes depuis la nuit des temps, fait qui a été soigneusement occulté tout au long du XIXe siècle et ensuite, ce qui a permis de détruire l'héritage démocratique et égalitaire entre les deux sexes au sein du peuple. Alors de plus, avec l'échec de la révolution démocratique en Thermidor, le 27 juillet 1794, les nouvelles constitutions de la France ont toutes réservé le droit de vote aux mâles riches, excluant les femmes et tous les travailleurs, ouvriers et paysans, jusqu'en 1875. Lorsque la Troisième République a réintégré ouvriers et paysans, mais a exclu toutes les femmes du droit de vote. Cette longue occultation, qui n'est d'ailleurs pas achevée, visait la démocratie communale comme les cultures de la galanterie et des amours paysannes. Commençons par un rapide rappel de la doctrine du mariage selon l'Église. Je vais vous en apprendre des vertes et des bonnes. Flandrin a consacré un livre à ce sujet et rappelle que du IIe siècle après Jésus-Christ jusqu'à Vatican II, 1964, soit 18 siècles, la doctrine de l'Église condamnait tout d'abord l'attrait amoureux, le plaisir, la pulsion sexuelle comme des péchés. Ensuite, l'accouplement dans le mariage était limité à la procréation, et enfin, ce qui touchait au plaisir était qualifié de désordre charnel et d'adultère. L'Église qualifiait les hommes qui s'y livraient de paillards et les femmes de putains, carrément. Ce fut en ces termes qu'elle condamna l'amour des chevaliers et des dames, l'amour courtois du Moyen-Âge, parce qu'ils se livraient au désordre charnel et qu'ils avaient de plus des pratiques contraceptives. C'est pas possible, ça. Certes, la doctrine de l'Église existait, mais la culture paysanne aussi, avec ses plaisirs et un contrôle des naissances qui limita la moyenne des enfants par couple à 3, là où ce fut étudié en Angleterre depuis les années 1950 par l'université de Cambridge et en France par Flandrin et d'autres. Ainsi, les pratiques sociales attestent que depuis le XVe siècle, où l'on dispose de sources écrites, les mariages sont de plus en plus tardifs dans les campagnes, passant de 20 à 25 ans. Cela diffère de la doctrine de l'Église, qui prônait le mariage très jeune, sans autorisation des parents, seulement du prêtre, seulement d'un prêtre. À 11 ans pour les filles, vous vous rendez compte, être cloqué à 11 ans, et à 13 ans pour les garçons, parce que elle, l'Église, y voyait un remède à ce qu'elle appelait la fornication. Dans les campagnes, la liberté de fréquentation des jeunes des deux sexes, sans perte de l'honneur des filles, à qui on apprenait tout ça, et les garçons aussi,
était socialement reconnue avec la connaissance transmise par les adultes de pratiques non fécondantes. Caresses, attouchements de plaisir, mais pas de coït pour protéger les jeunes filles au début des garçons qui ne connaissent pas à maîtriser le coït. Compliqué. L'amour et la liberté sexuelle existaient bien dans les campagnes et s'exprimaient dans les fréquentations paysannes avant le mariage, avec comme sentiment d'amour, pratique d'attente, essai d'accord sexuel, sur fond de solidarité villageoise. Tout le village était solidaire de ces petits jeunes qui dans les prés, s'exerçaient à l'amour. Et enfin, la contraception dans le mariage est attestée et révèle une moyenne de 3 enfants par couple, comme je l'ai précisé, là où ça a été étudié. Alors, il y a eu répression de ces pratiques paysannes de la part de la contre-réforme catholique. Le Concile de Trente, au XVIe siècle, en 1565, qui dura tout au long du XVIIe siècle, lança son offensive, mais rencontra une forte résistance paysanne. Cette répression fut freinée aussi par les acquis juridiques royaux qui, depuis le XVIe siècle, dégageaient les femmes de la tutelle maritale en reconnaissant la séparation de corps accordée à la femme et même le divorce en cas de violence, et même le divorce en cas de violence du mari sur sa femme. Dès le début du XVIIIe siècle, cette répression de l'Église recula. On comprend clairement maintenant que la culture amoureuse et les pratiques paysannes furent la source de l'amour courtois au début du Moyen-Âge, puis de la galanterie, alors que les pratiques paysannes se poursuivaient là où elles ont été étudiées en Angleterre comme en France. Ce sont bien les cultures politiques communales et les amours paysannes qui sont essentiels pour comprendre l'histoire de la démocratie, de l'histoire de la Révolution, et pas seulement. Alors je reviens dans ma troisième partie sur Robespierre, défenseur des droits politiques des deux sexes pendant la Révolution. Je rappelle que le droit de franchise, qui désignait depuis le Moyen-Âge le droit de vote, est toujours usité en anglais. Vérifiez dans vos dictionnaires anglais. Ce droit de franchise dut fabriquer à partir du mot franc, qui veut dire libre, qui voulait dire libre, parce que c'était la lutte du peuple contre l'armée romaine qui occupait l'Europe de l'Ouest, hein, tous les pays, Espagne, Portugal, la France, l'Angleterre, et davantage, se sont exprimés à ce moment-là et ont battu l'armée romaine et l'ont dégagée. Hein. C'est une victoire en 476, dont l'histoire de France ne parle jamais. Jamais. Vous avez entendu parler de cette victoire? Eh ben voilà. Vous avez bien fait de venir. Ne serait-ce que pour apprendre ça. Alors, ce droit de franchise, du mot franc, qui veut dire libre, signifie aussi droit de vote. Franchise, c'est droit de vote. Les libertés et franchises a été supprimée avec les États généraux depuis 1614. Mais en 1787, Louis XVI est contraint de convoquer pour le 1er mai 1789, et ça nous apprend au passage l'anniversaire du 1er mai, hein, c'était le partage de la souveraineté populaire, hein, c'était la date du
partage de la souveraineté populaire lorsque on réunissait les États généraux. Vous vous rendez compte? Toutes ces cachotteries. Et c'est moi qui, sur la galanterie, suis obligé de vous en parler. C'est dingue. C'est absolument étonnant. Alors, donc, Louis XVI a été contraint de convoquer les États généraux pour le 1er mai 1789 avec leur système électoral traditionnel. Donc, je rappelle le système électoral du comité de confiance. Les électeurs des deux sexes, réunis en assemblée générale, choisissaient leur mandataire après discussion publique avec ces derniers, les mandataires, c'est-à-dire les députés, et les mandataires étaient responsables et révocables devant et par leurs commettants. Leurs commettants, c'est vous êtes une assemblée, vous élisez un gus qui n'est pas là, hein, enfin, qui serait là, et vous lui posez des questions, hein, une assemblée générale, vous lui posez des questions, etc., etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous pour vous proposer de faire appliquer le mandat que nous vous chargeons de défendre? Et bien voilà. Un mandat, c'est très important. Les mandants étaient le public de l'Assemblée générale. Le mandat était rédigé par des mandants et le mandataire, vous comprenez, ces mots tournent autour du mandat. Hein. Alors que nous, aujourd'hui, on subit les partis politiques et on va voter le dimanche matin ou l'après-midi. Et puis, on choisit un type du parti, une nana du parti X, Y, Z, qu'on a choisi. Hein. Et puis voilà. C'est donc le mandat est fait par le parti. Et c'est pas par nous, l'Assemblée communale. Hein. Vous vous rendez compte? Je dis que le mandataire était responsable et révocable devant et par ses mandants. En cas de non-respect du mandat, le mandataire était rappelé et révoqué et remplacé. Hein. Il y avait le droit de pouvoir, au Moyen-Âge, grande démocratie, de révoquer l'élu, le député. Comme on le voit, c'était un système démocratique qui maintenait la souveraineté de l'électorat et les femmes votaient dans les 3 ordres. Il y avait des femmes nobles et propriétaires de seigneuries dans la noblesse et dans le clergé, des femmes qui avaient fondé des couvents féminins administrés par des femmes. Hein. Donc, les 3 ordres. Les villes avaient perdu les privilèges communaux au XVIe siècle. La plupart des historiens ignorent encore, je ne sais pas pourquoi et comment, mais enfin, que les villes, depuis le XVIe siècle, ont perdu les privilèges municipaux, hein, les privilèges d'élire leur maire, leurs représentants, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'au XVIe siècle, François Ier avait besoin d'argent et il supprima les institutions communales urbaines, pas paysannes, hein, 85% de la population, urbaine, et il l'a remplacée par la vénalité des charges. La vénalité des charges, comme son nom l'indique, c'est la vente par le roi des charges communales, urbaines, qui est réservée aux riches de diriger les villes, hein, évidemment, parce que la vénalité des charges devait rapporter. Hein. On commence à mieux comprendre que le système des assemblées primaires des deux sexes, par commune,
signifie de façon démocratique réelle. Dès la réunion des États généraux de 1789, une immense jacquerie paysanne se développa en juillet. Et elle dura pendant toute la Révolution, ce que l'historien Hadon a montré. Il y a eu des jacqueries sans arrêt, de 1789 à 1793. Donc la France était dans une jacquerie permanente. Hein. La Révolution a été une jacquerie permanente. Les villages prenaient le pouvoir local, chassent les représentants du roi ou du seigneur, organisent une garde communale formée de citoyens du village et recherchent des armes. Ils exposent leur programme de suppression des rentes et impôts payés aux seigneurs, à l'Église et au roi, et se mettent en grève de ces paiements. C'est le fond de l'affaire, hein, le fond de la Révolution française. La réaction des possédants qui formaient le côté droit de l'Assemblée constituante depuis l'été 1789 s'exprima par l'idée de changer le système électoral en réservant le droit de vote aux seuls mâles riches. Furent exclues toutes les femmes, même riches. Voilà le programme de la contre-révolution qui va obtenir de l'Assemblée constituante en septembre 1791 une constitution qui crée une aristocratie des riches et procède à l'élection des mâles riches en septembre 1791. Robespierre, mandataire du tiers-État d'Arras, devint un des dirigeants du côté gauche avec Grégoire et Pétion depuis 1789. Mais minoritaires à l'Assemblée, ils ne purent que s'y exprimer, mais ne parvinrent pas à faire échouer le projet de constitution du côté droit, dont le grand théoricien fut Sieyès, aidé par d'autres, bien sûr. Le côté gauche démocratique prépare une nouvelle révolution le 10 août 1992 qui rétablit le suffrage universel, supprime la monarchie et arrête le roi. Une nouvelle assemblée est élue, nommée la Convention. Mais ce furent les Brissotins girondins qui gouvernèrent de septembre 1992 jusqu'à la Troisième Révolution, celle des 31 mai 2 juin 1793. La Convention brissotine vota en février 1793 une guerre de conquête de la rive gauche du Rhin. Bon, la Hollande, la Belgique, les États allemands, et c'est tout le nord de la France, et puis un petit coup à l'est. En février 1993, il déclare la guerre, et le peuple qui est militarisé, ce sont des soldats, se met en grève en mars 1993 et perd la guerre. Enfin, il gagne la guerre contre les armées ennemies, mais il n'aime pas du tout la politique brissotine. C'est vraiment très intéressant. Une nouvelle révolution eut lieu, les 31 mai 2 juin 1993, qui se prépara, et son objectif est de révoquer les mandataires brissotins girondins. Hein, brissotins girondins. Rappel de la révocation de ces mandataires qui avaient trahi leur confiance par leur électorat dans toute la France et qui eut bien lieu le 31 mai de juin. Donc la révolution des 31 mai de juin est un rappel par les mandataires de leur mandat brissotin. Alors, le 24 avril précédent, Robespierre proposa à la Convention un projet de déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui était adopté par la Montagne, son parti, hein. Et le même jour, Saint-Just présenta un projet de constitution. Pourquoi donc? Je le rappelle, parce que la Convention était une nouvelle assemblée, la Convention en 92 était une nouvelle assemblée constituante, mais les Brissotins n'avaient pas cherché
à établir une nouvelle constitution, hein, parce qu'ils craignaient qu'elle soit trop démocratique. Hein. Bon, alors ils ont entendu la révolution des 31 mai de juin. Alors, Robespierre présente son projet de déclaration des droits démocratiques. Je me limite à citer 3 thèmes de la déclaration de Robespierre. Le principe de liberté propre à l'être humain. Ces droits appartiennent également à tous les hommes, quelle que soit la différence de leur force physique et morale. Et le droit de propriété est limité par la réciprocité du droit. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l'obligation de respecter les droits d'autrui. Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l'existence, ni à la propriété de nos semblables. Et tout trafic qui viole ce principe est essentiellement illicite et immoral. La souveraineté du peuple, le peuple est souverain, le gouvernement est son ouvrage et sa propriété, les fonctionnaires publics sont ses commis, le peuple peut, quand il lui plaît, changer son gouvernement et révoquer ses mandats. Tous les citoyens ont un droit égal de concourir à la nomination des mandataires du peuple et à la formation de la loi. Et on voit clairement que Robespierre connaît fort bien le système électoral du comité de confiance, choisi par l'Assemblée générale communale, formé par l'électorat des 2 sexes, qui peut le révoquer et le remplacer s'il trahit son mandat. Il revient plus en détail sur ce point dans un discours postérieur du 10 mai 1793, dont je cite un extrait. « Fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner, laissez aux individus, laissez aux familles le droit de faire ce qui ne nuit point à autrui, laissez aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires en tout ce qui ne tient point essentiellement à l'administration générale de la République. En un mot, rendez à la liberté individuelle tout ce qui n'appartient pas naturellement à l'autorité publique, et vous aurez laissé d'autant moins de prise à l'ambition et à l'arbitraire. Respectez surtout la liberté du peuple souverain dans les assemblées primaires. De même qu'en simplifiant le code civil, en abattant la féodalité, les dîmes et tout le gothique édifice du droit canon, on rétrécit singulièrement le domaine du despotisme judiciaire. Pour finir, Robespierre précise clairement que l'économie politique est populaire, que le peuple est le souverain véritable et que la séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs doit être respectée. Mais nous autres, aujourd'hui, ne savons plus ce qu'est cette séparation des pouvoirs. Notre économie politique est loin d'être populaire, c'est-à-dire démocratique, et elle organise la confusion des pouvoirs législatifs et exécutifs du président de la République, qui est chef de son parti, nomme les ministres et les envoie dans l'Assemblée législative, dans l'Assemblée des députés, proposer des lois. Et ensuite, elles sont imposées par le 49. Et j'achève sur la 3e image pour conclure. La contre-révolution thermidorienne, le 27 juillet 1794, rompt avec la galanterie et cède la place à la corruption et à la débauche. Image de Danaé. Ça y est. Bon. Au salon de 1799, sous le directoire, le peintre Giraudet présente une Danaé qui exprime clairement ce tournant pris par la contre-révolution thermidorienne. Je cite le commentaire de ce tableau de Giraudet par le Journal des Arts de l'époque, de 1799. Il est formidable. Une allégorie représentant Danaé coiffée de plumes de paon
tenant dans ses mains le miroir de la vanité, et recevant avec complaisance qui tombe dans une draperie que soutient devant elle un jeune amour. Sur le chalit ignoble où Danaé est assise, on voit une colombe à qui une pièce d'or a coupé les ailes. Elle est ensanglantée. Girodet livre ici un réquisitoire implacable contre le choix d'une politique de corruption et de débauche. Fin de citation. Et fin de ma conférence.